qui m'a un peu plus dérangée dans les urgences, c'est de laisser rentrer des gens chez eux sans avoir trouvé ce qu'ils ont et renvoyer ces patients vers leur médecin. Moi, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver par la suite. Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, le podcast lyonnais qui aborde des sujets de santé avec des spécialistes, des sportifs pros et des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on s'est délocalisé, on est à Paris avec une fille que vous connaissez peut-être, qui était Miss France en 2013, qui est aujourd'hui médecin, qui est assez médiatisée, qui s'appelle Marine L'Orphelin. Donc si vous ne la connaissez pas, on commence justement le podcast autour de sa présentation. On parle aussi de son quotidien entre les paillettes et la blouse blanche, comme elle dit, et de ses méthodes d'organisation pour gérer son quotidien chargé. Puis on enchaîne avec des sujets relatifs à la santé, forcément, et on parle de médecine générale, parce que Marine est actuellement interne en médecine générale, donc elle se destine à être médecin généraliste. Et puis on parle de la situation dans les services d'urgence en France, de ses études, de ce qu'elle apprend, de ce qu'elle n'apprend pas, et de plein d'autres choses extrêmement intéressantes, vous verrez. Donc je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve tout de suite avec Marine, mais avant, petit mot quand même, si vous avez aimé le podcast, je vous propose de mettre 5 étoiles sur l'application podcast qui se trouve sur les iPhones. Donc si comme moi vous n'avez pas d'iPhone, vous avez forcément un pote qui en a un, donc vous allez dans l'application podcast et vous mettez 5 étoiles. Déjà ça m'encourage énormément et ça m'aide à faire monter un peu et surtout la santé au classement, donc plus de visibilité, etc. Donc c'est un cercle vertueux comme je vous ai déjà expliqué. Donc merci par avance pour vos encouragements et puis on se retrouve tout de suite avec Marine. Salut Marine. Salut Étienne. Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va. Content de faire un petit podcast avec toi depuis le temps qu'on en parlait. Ouais, moi aussi, c'est un chouette truc. Ouais. Alors par contre, je sais pas si tous les auditeurs vont te connaître. Donc voilà, tu disais que tout à l'heure, tu n'étais pas une star en off. Et donc ouais, c'est vrai que peut-être des gens ne te connaissent pas, donc raconte un peu Non, les gens m'ont oublié en qui tu fait. es. Tu penses ? Oh, en partie. Tu sais, quand t'es plus présente dans le paysage audiovisuel, à la télé notamment, les gens oublient un petit peu, mais c'est normal, hein. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai été Miss France en 2013. Je suis allée jusqu'au concours de Miss Monde aussi, où j'ai représenté la France et j'ai fini deuxième. Et à côté de ça, je suis étudiante en médecine, aujourd'hui interne en médecine générale. Et donc, je fais mon internat sur Paris. C'est pour ça aussi qu'on se voit à Paris aujourd'hui. Ok, merci pour cette petite présentation. Est-ce que tu pourrais dire d'autres trucs ? Parce que, tu vois, je te parlais du podcast que j'avais fait avec Raphaël Poulain, qui était génial. Et lui, il vient du milieu du rugby et il a pas mal souffert de l'image que les gens entendaient de lui. C'est-à-dire que c'était un rugbyman, il fallait qu'il soit fort, viril, performant, etc. Et on parlait de l'importance de l'individu. Est-ce que toi, tu as ressenti ça depuis que tu es Miss ? Est-ce que tu es en mode, tu t'obliges à être belle, souriante, pas dire de gros mots, ce genre de truc ? Le problème avec les Miss, c'est que finalement, oui, tu as cette pression de devoir être, entre guillemets, parfaite. En tout cas, de ressembler à une image de petite fille modèle qui porte des valeurs, qui effectivement est très jolie, en tout cas la plus jolie possible, toujours bien habillée, élégante, et effectivement qui ne doit pas dire de bêtises, qui ne doit choquer personne, parce qu'en fait, c'est les Français qui t'ont élu, et donc tu leur dois ça, en fait. Tu leur dois d'être la meilleure représentante pour eux. Et effectivement, moi, ça m'a mis une pression. Parce que quand je me suis présentée à un concours de Miss, j'étais pas forcément très, très féminine. Moi, je l'ai fait pour l'expérience. Et je pensais pas que ça irait jusqu'à gagner ce titre de Miss France. Et donc, forcément, ça m'a mis beaucoup de pression. En plus, je suis quelqu'un qui se met la pression, en fait, de base. Parce que j'ai envie de réussir ce que j'entreprends. Et ouais, j'apprécie pas trop les reproches, en fait. Enfin, j'ai du mal à accepter les reproches. Donc, en fait, j'essaie d'être irréprochable. Voilà, tout simplement. Et donc, effectivement, d'avoir eu
ce rôle, d'avoir dû endosser ce rôle de Miss France, ça m'a apporté ouais, pas mal de pression. Bon, beaucoup de bonheur aussi, évidemment, mais on parle plutôt de l'aspect. Et ouais, en tant qu'individualité, c'est compliqué d'être 100% naturel. Ouais, j'imagine Parfois. que ça t'a quand même façonné parce que tu t'arrives Miss France, t'es jeune. Et Mm. puis là, encore après, en 2019, donc je sais pas, ça fait quoi, 6 ans après? Ouais, ça fait 6 ans là. Ouais, 6 ans après, tu te présentes toujours comme. Tu dis que je suis ancienne Miss France, tu vois. Et Ouais. t'as pas du mal Enfin, ça te ferait pas plaisir des fois qu'on se dise, Marine, bon, ok, Miss France, c'est bien, je l'ai été, ça m'a fait monter et tout, mais t'as pas envie qu'on se dise autre chose maintenant? Bah si, j'ai envie qu'on dise autre chose. Après, voilà, quand on doit se présenter aux gens, et ben finalement, c'est ce qu'ils ont connu de moi, c'est ça, quoi. Donc, si je leur dis Marine, bourguignonne, Bah, c'est ça qu'on veut. sportive, femme engagée, enfin, tu Et ben, vois. du coup, est-ce que tu pourrais te présenter sous un autre angle? Ouais, 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 sous un autre angle. Eh bien, je dirais que ouais, je suis bourguignonne de naissance, lyonnaise de cœur et parisienne par obligation. Et à côté de ça, je suis quelqu'un de très sensible, qui est assez curieuse, qui s'intéresse à pas mal de choses, notamment la santé, le bien-être. Je fais pas mal de sport et voilà, je fais des études donc pour être médecin généraliste et potentiellement médecin du sport aussi parce que voilà, j'aime tellement le sport que j'ai envie de me former aussi en tant que médecin. Voilà, et voyageuse aussi, j'aime bien voyager. Euh, Le voilà. muesli avec du fromage blanc au petit-déj. Ouais. Ouais. Ok. Et ben, ouais, en fait, t'es quand même, hormis ton côté Miss, etc., t'es normal, quoi, en fait. Bah c'est ça. Je Ouais. suis normale, mais j'ai pas envie de dire ça. Faut garder Sinon les le. gens ils vont se dire oh là là, quel ennui. Elle est normale. Ouais. Ok, je comprends. Et du coup, je voulais te demander aussi, l'année de Miss France, tu vois, je te dis que t'es pas que ça, mais je vais t'en parler juste un tout petit peu. Comme je disais hier soir, tu vois, j'ai regardé des interviews je sais plus dans laquelle, tu disais que c'était la vie de princesse, etc. Mm. Et est-ce que la vie de princesse de Miss France euh, t'a vraiment fait kiffer comme ce que tu imaginais quand tu étais petite et que tu voulais être une princesse? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, ça m'a fait kiffer grave. Ouais, ouais. Non, parce que moi je viens d'une famille vraiment modeste. On a manqué de rien, mais on n'a pas non plus profité de tout. Je connaissais pas le fait d'aller à l'hôtel, par exemple. Bon, j'étais allée à l'hôtel effectivement quelques fois avec mes parents, mais ça restait des exceptions. J'avais très peu découvert la France, enfin très peu voyagé en France. Et donc ouais, moi ça m'a fait kiffer de découvrir des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, de prendre le taxi, c'est tout bête, mais prendre le taxi, un truc que j'avais jamais fait, quoi. Non, enfin, c'est des petits exemples comme ça qui me viennent en tête, mais enfin, ou de dîner dans des très très bons restaurants aussi. Enfin, d'être toujours bien accueilli en fait. Peu importe où j'allais, j'étais toujours très bien accueillie. Le meilleur restaurateur du coin, le meilleur hôtel. Enfin voilà. Donc ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu connais parfaitement ça, les hôtels, les caméras, les appareils photo, les bons restos. Et est-ce que ça te satisfait toujours autant? Est-ce que tu continues de kiffer tout ça ou pas? Ben, je continue de kiffer parce qu'en fait, je suis revenue aussi un peu à ma vie d'avant. Enfin, en tout cas, j'ai repris mes études et là, j'en suis à mon internat. Donc, j'ai une vie normale dans le sens où voilà, j'apprends un métier. Je suis pas que dans le milieu des paillettes et du luxe, si je puis dire. Donc, ça me fait encore kiffer parce que j'en profite encore de temps en temps. Mais c'est plus un quotidien non plus. Et donc, c'est encore plus savoureux Hmm. d'en profiter de manière intermittente. Donc ouais, ça me fait encore kiffer. Après, c'était un choix aussi de m'éloigner un petit peu du milieu du show business parce que c'est pas forcément un milieu qui est toujours très sain et dans lequel je me sentais pas très à l'aise, Hmm. forcément. Donc voilà, j'en profite encore un peu,
mais tout en ayant aussi une vie simple et normale, et ça, c'est vachement bien. Ouais, c'est vraiment l'équilibre en fait que tu as trouvé qui fait Exactement. que quand tu es d'un côté avec la blouse ou de l'autre côté avec les paillettes, tu kiffes C'est les deux ça, quoi. c'est un bon équilibre. Exactement, Mm. je kiffe les deux. Et j'aime bien, tu vois, pouvoir me balader enfin, me balader dans Paris ou prendre le métro, parce que je prends le métro aussi, hein, Ah ouais? je prends pas le taxi tous les jours. Et j'aime bien le fait de pas être reconnu. Tu vois, ça c'est plutôt, c'est confortable en fait de se fondre dans la masse aussi. Bah il paraît ouais quand t'es une star. Jacques Brel s'est isolé sur les îles Marquises en fin de carrière Ouais. parce il était trop connu. En fait, ce qu'il a kiffé, c'est que personne ne le connaissait là-bas. Ah Et du bah coup, il est oui, resté aux Marquises. ouais. Ouais. En Polynésie, donc. Mm. Moi, j'ai pas encore connu ce problème. Ça viendra, J'ai t'inquiète. pas besoin de m'isoler pour l'instant, c'est cool. Tu me diras quand t'en pourras plus. Ouais, Je te ferai une petite interview sur comme c'est dur ouais, d'être une star. ça marche. Je te demanderai des petits conseils. Et du coup, attends, qu'est-ce qu'on disait juste avant? L'équilibre. Et bah justement, je voulais te demander, parce que tu as cet équilibre, mais tu es quand même hyper. Donc là, c'est une petite question perso en fait que je te pose, mais ça doit Mhm. intéresser les autres personnes. Comment tu fais? Est-ce que tu as des stratégies ou des méthodes pour t'organiser et réussir à équilibrer tout ça qui fait quand même en quantité beaucoup de choses, quoi. Euh, Ben, je m'organise. Enfin, déjà, c'est très très pratico-pratique, hein. Je m'organise au niveau de mon planning pour réussir à avoir un peu cette double vie. Mes études en premier, parce que là, enfin, maintenant en étant interne, je suis salariée des hôpitaux de Paris, donc j'ai pas le droit d'être absente vers mon travail, enfin, ou sinon il me faut un arrêt de travail, Donc tu enfin, comme tout le priorises monde. et ça, c'est la Donc priorité déjà. voilà, la priorité, c'est d'honorer mes engagements et mon travail en tant qu'interne. Et après, sur mon temps libre, eh bien d'accepter certaines propositions, voilà, d'essayer de voir s'il y a des choses qui rentrent dans ce planning et comment je peux les faire. Alors, je suis pas toute seule, hein, je tiens quand même à le dire. J'ai un manager qui est une jeune, une super nana Marion? ouais, voilà, Marion, avec laquelle je m'entends hyper bien et qui a tout de suite compris justement cette difficulté dans ma vie, enfin, de devoir s'organiser tout le temps. Et elle le fait super bien. Et ça me permet voilà, de pouvoir faire plein de choses. Et du coup, tu refuses énormément de trucs. Je t'avais dit, je crois que j'ai une journaliste qui nous a vus sur Internet et qui m'a contacté pour que je te propose, je sais plus quoi, mais je lui ai dit que c'était mort, quoi, que t'avais une agent, etc. Désolée, madame la journaliste, c'est mort. Et comment tu... Ouais, comment t'acceptes ou Bon, déjà, tu refuses déjà 90% des sollicitations, j'imagine, mais... Je refuse des choses qui me correspondent pas, qui me plaisent moins, et aussi des choses que je peux pas honorer. Mais finalement, depuis que je suis interne, j'ai beaucoup moins besoin de réviser comme quand j'étais étudiante et que enfin que j'avais des examens réguliers. Donc finalement, ça m'a libéré un peu plus de temps que les années précédentes. Et donc j'arrive à faire encore plus de choses. Alors que c'est un peu contradictoire parce que maintenant je suis salariée et donc j'ai des obligations à être présente au boulot. Mais voilà, d'une manière contradictoire, j'ai un peu plus de temps. Ok. Et tu peux nous raconter à quoi ressemble une semaine type, même s'il n'y en a pas, mais en termes de répartition de Je travail? peux vous parler de la semaine prochaine, par exemple. Allez, chaud. La semaine prochaine, ça va être un peu ennuyeux. Non, je rigole. Lundi, j'ai une journée de. Donc en ce moment, je suis en stage chez deux médecins généralistes. Donc c'est un binôme. Donc j'alterne entre l'un et l'autre. Donc lundi, je suis chez un des médecins. Donc je l'accompagne sur ses consultations. Donc t'es à côté de lui, puis il te fait participer, tu te dis ce que tu penses. Voilà, je suis. Alors, bon, après, j'en parlerai un peu plus. Mais Ouais. effectivement, là, je suis au début de mon stage. Donc je suis un peu plus observatrice. Actrice aussi, évidemment, je peux poser des questions, examiner le patient, voire mener des consultations toute seule, mais le médecin est toujours à côté de moi. Physiquement présent, ouais. Ouais, Mais on physiquement va présent. reprendre après. Mais ça Finis va ta évoluer, semaine voilà. peut-être, ouais. Donc lundi, j'ai consultation avec un des médecins. Le soir, je vais aller courir avec un pote parce qu'il faut s'entretenir. Mardi matin, j'ai cours de tennis avec Paul-Henri Mathieu pour une OP que je fais avec la fédération de tennis. Donc ça, c'est très très cool. Mardi après-midi, j'ai consultation avec l'autre médecin. Attends.
Mardi soir, qu'est-ce que j'ai mardi soir? Ah oui, mardi soir, j'ai le lancement du nouveau bouquin de Laurie Tillman, là, son 3e livre au top. J'en profite pour vous en parler parce qu'elle est vraiment top, cette nana. Comme le nom du bouquin l'indique. Non, non, elle est géniale. Donc voilà, je vais aller la féliciter au lancement de son bouquin. Mercredi, j'ai encore consultation avec l'autre médecin. De quelle heure à quelle heure, les consultes? De 9h à 18h30. Environ, 19h quoi. Tranquille. Ouais, c'est des horaires de bureau en fait. Ouais. Hein. Mais du coup, c'est bien aussi. Oui. Après, jeudi, j'ai quoi jeudi matin, j'ai cours à la fac. Donc j'ai encore quelques sessions cours. Ah ouais, jeudi prochain, j'ai cours toute la journée. Ça, c'est la punition. J'ai cours jeudi matin et jeudi après-midi. Et puis vendredi, j'ai encore des consultes. Ouais, c'est ça. Donc la semaine prochaine, ça va être assez consulte, médecine, voilà. Et le week-end, je vais sûrement descendre sur Lyon pour voir des amis. Voilà. Mais ça, en fait, ça varie vachement, quoi. Mais tu fais quand même beaucoup de médecine. Oui, bah C'est-à-dire là, c'est que- quand même 70-80% de mon temps. Ouais. Voilà, après, je peux avoir des OP de temps en temps le soir. Tu vois, j'ai consulte la journée et le soir, là, je vais avoir une OP très bientôt avec Renaud. Et tu vois, c'est à 19h ou 19h30. Donc, je vais partir un tout petit peu avant des consultes. Je vais partir vers 18h et puis je vais aller à mon OP après. Donc, je m'organise un peu comme ça. Ouais, donc quand même beaucoup plus de médecine que de paillettes. Oui, quand même, ouais. Ouais. C'est marrant parce que sur ton Instagram ou je suis pas tes autres réseaux, mais sur Instagram, on se rend pas forcément compte qu'il y a autant de médecine derrière. Ah oui, non, on s'en rend pas compte parce que c'est pas que c'est un peu ennuyeux, mais c'est difficile de rendre des journées de consultation, de les montrer sur Instagram. Enfin, tu vois, je peux pas diffuser la vie des gens, je peux pas. Évidemment, donc de temps en temps, je partage un peu mon quotidien et je raconte, je sais pas, ce que j'ai ressenti dans ma journée de consulte ou s'il y a eu un cas un peu, enfin, qui m'a touché ou un peu plus difficile, je vais en parler de temps en temps, mais je peux pas. Enfin, c'est pas que je peux pas, je pourrais diffuser des parties de ma journée, mais ça fait pas rêver les gens. Donc Ouais, finalement, peut-être un peu moins que, que les paillettes le un soir, peu quoi. moins que les paillettes, Ouais, effectivement. ouais. Donc Ok, non, mais au moins on sait que tes journées, enfin tes semaines sont quand même majoritairement occupées par la médecine. mais d'ailleurs, c'est un reproche qui m'a été fait aussi pas mal de fois. C'est enfin la fameuse question du mais en fait tu travailles jamais, t'es jamais à la fac, t'es jamais au boulot, t'es presque une imposture pour les autres internes. Enfin, en tout cas, ils ont ce ressenti-là, mais effectivement, parce que je montre pas beaucoup mon quotidien d'interne. Ouais, bah ouais, mais comme beaucoup de gens qui sont présents sur YouTube, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent ouais, aujourd'hui il y a des gens, tu te rends compte, ils gagnent leur vie en faisant des vidéos YouTube. Et tu vois, les gars, ils imaginent que les gars, ils se touchent la bite toute la journée, ils font une petite vidéo en 5 minutes, alors qu'en fait, c'est des bosseurs de fou, quoi, les gars qui sont sur Ouais, YouTube, parce on se rend que pas compte. ouais, parce que la plupart des mecs qui sont sur YouTube, enfin des personnes qui font des vidéos sur YouTube, elles le font à côté de leur boulot. Enfin, au début, en tout cas, c'est ça. Évidemment, si à un moment ça explose et qu'ils ont des propositions et qu'ils peuvent gagner de l'argent grâce à ça, ben si c'est leur kiff, ils vont le faire. Mais la plupart des gens qui sont sur Insta, qui sont sur YouTube, ils le font à côté de leur boulot. Donc c'est du temps de travail supplémentaire parce que les gens ils imaginent pas que c'est du travail. Hmm. Mais moi, enfin parfois pour un post Instagram, mais je me prends la tête quoi. J'y passe des heures. S'il faut que je me prépare, je me maquille, et ben allez, c'est parti pour 1 heure. Après, faut essayer de faire une jolie photo, machin. Alors des fois, on organise des shootings pour des partenariats, notamment sur Instagram. Donc ça, tous ces shootings-là, je les organise sur mon temps qui est censé être du repos, Et c'est toi à qui côté de organises mon ou boulot. là tu délègues un peu à ton agent, Ouais, tu vois? enfin, mon manager et moi, quoi. Ensemble, ouais. Ouais. Et, et c'est sûr que en fait, je prends sur mon temps de repos. Hmm. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre, Ouais, ouais. réaliser. Moi, je À trouve ça toujours réaliser, ouais. intéressant d'imaginer la scène, tu vois, quand tu vois une photo sur la plage et tout, une belle photo, tu vois. J'imagine le gars ou le photographe qui galère à prendre genre 100 Ouais, photos avant de prendre la bonne et tout. c'est un peu Je trouve ça. ça toujours cool d'imaginer ce qu'il y a derrière, ce qu'on peut voir sur Instagram ou autre. Ouais, c'est un peu ça. Mm. Mais aujourd'hui, je trouve intéressant que finalement,
les personnalités, enfin, que ce soit, enfin, ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, dévoilent justement un peu plus de leur quotidien et enlèvent un petit peu de superflu et d'images et montrent justement leur réalité. Mm, mm. Parce qu'avant, ça se faisait pas trop, et aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, je trouve. Où les gens se montrent au naturel, où ils montrent le avant-après d'une photo, quoi. Mm. Ça, c'est assez rigolo aussi. En fait, t'as la photo avant la retouche, ou alors, effectivement, toutes les photos ratées avant d'avoir la bonne. Enfin, ça, c'est... Ah ouais. Puis après, t'as ceux qui essayent de prendre des bonnes photos, mais qui sont jamais vraiment bonnes, comme moi. Et- Mais c'est pas grave, c'est Ouais, la mais vie. toi, t'es doué pour autre chose. Ah, merci, je suis doué pour quoi? Bah, t'es doué pour interviewer. Ah ouais? Bah ouais. Ok, merci. T'es très très inspirant, je trouve. Enfin, en tout cas, enfin, comme je te l'ai déjà dit en off aussi, t'as toujours plein de projets et intéressants. Tu vois, c'est pas des projets Ok, cool. futiles. Je trouve que c'est toujours des choses qui t'apportent à toi, mais qui apportent aussi aux autres. Et ça, Ouais. c'est bien. Enfin, je trouve que c'est important. Bah, ça me fait plaisir que tu me dises que je sois doué en interview parce que ouais, là je vais commencer des cours pour être. Enfin, des cours. J'ai une pote qui est journaliste à TF1 en fait et qui est prof dans une école et qui va me coacher un peu, qui va me cadrer pour améliorer mes interviews. Parce Tu que vas te transformer en journaliste, en fait, hein. Ouais, grave. Mais tu sais que j'hésitais à faire journaliste quand j'étais au lycée. Enfin, j'y avais pensé. C'est vrai? Et en fait, aujourd'hui, bah, Ah bah ouais, regarde, t'y je fais un reviens. peu ça quoi, au final. Ah, c'est Donc excellent. ça représente peu de mon temps évidemment parce que moi c'est pareil, hein. On voit que je fais plein de trucs, mais au final, les journées tout seul dans mon box en train de consulter représentent la grande majorité de mon temps. Hmm, Et ouais, c'est difficilement Instagrammable et montrable. Mais, c'est ça. mm, mm. Bref. Et pour revenir à ton internat, donc comment ça va se passer? Donc là, tu as passé le concours l'année dernière, donc c'est ton premier ou deuxième semestre là? Là, c'est le début de mon deuxième semestre. Oui, voilà. Tu avais Mm. été aux urgences, non, pendant Ouais, j'ai fait 6 mois aux urgences. 6 mois. Mm. Bah, petite question par rapport aux urgences. Euh, qu'est-ce que tu changerais, toi, dans les urgences pour, on entend toujours les gens se plaindre. Bon, il y a le côté superficiel des gens qui disent, ouais, il y a trop d'attentes. Mm. Mais il y a le côté un peu plus, comment dire, des gens qui sont dedans. Tu vois, Ouais, ma copine, elle est infirmière aux urgences, d'ailleurs. Et donc, j'entends plein de trucs. Et en fait, c'est de partout pareil. Euh, donc, manque de personnel, etc., etc. mhm. Qu'est-ce que tu changerais si tu voulais améliorer les choses, toi, aux urgences? Moi, je pense que je ferais bah, c'est un peu dur de dire ça, mais plus de tri. En fait, je pense que les gens devraient avoir un médecin au téléphone ou en présentiel avant les urgences. Qui a un relais, en fait, parce que finalement, il y a 50% des consultations aux urgences qui pourraient être gérées par un médecin généraliste, par SOS médecin, par même le SAMU au téléphone. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est plus les soins primaires qu'il faudra améliorer pour désengorger un peu les urgences. C'est-à-dire de permettre une permanence de soins plus large. Parce que je comprends tout à fait, moi je vais être médecin généraliste, je comprends tout à fait que les généralistes aient pas envie d'être ouverts les jours fériés, aient envie de faire des horaires normaux, ne pas consulter jusqu'à 21h ou 22h. Donc ça, je le conçois totalement. Donc je pense qu'il faudrait développer notamment les réseaux SOS médecins, par exemple, qui travaillent sur des plages horaires différentes, en fait, toute la journée. Ça couvre quasiment toute la journée pour que les personnes aient accès à un médecin avant de se déplacer aux urgences. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui y vont, c'est parce que aussi ils ont pas de médecin là, à Bah, oui, disposition. oui. Bah, Donc parce que, même pour un petit problème, ils ont ouais. un peu peur, donc ils vont aux urgences alors qu'ils savent peut-être que leur problème ne nécessite pas. Bah, en fait, en tant que médecin aux urgences, on demande aux gens mais pourquoi vous êtes venus aux urgences, parce que ça fait partie aussi du motif. J'ai très très mal, j'étais très inquiet, ça m'est déjà, enfin, ce symptôme-là m'est déjà arrivé et c'était quelque chose de grave, donc je reviens parce que je suppose que c'est quelque chose de grave. Enfin, les choses se comprennent et s'entendent. Hmm. Moi, je comprends que quelqu'un qui est très très mal aille tout de suite aux urgences. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, bah parce que j'ai pas eu accès à mon médecin généraliste, parce que je savais pas où m'adresser. Il y a des gens qui viennent aux urgences parce qu'ils ont mal au ventre depuis 6 mois.
Enfin, tu vois, c'est pas un problème aigu, c'est pas une urgence en fait. Ouais, Tu peut-être vois, si ça aussi. dure depuis 6 mois, c'est pas qui. Enfin, alors, je dis pas, hein, des fois on découvre des choses, on découvre des cancers, on découvre des choses qui étaient là avant en fait, tu vois, mais c'est des personnes qui sont pas bien intégrées dans le réseau de soins et qui n'ont pas d'interlocuteur, pas de médecin traitant, enfin, tu vois. Je vois bien. Puis qui sont allés aux urgences une fois ou deux, qui ont vu que Ouais. ça allait vite pour se faire examiner, donc ils y retournent Et pour du tout et coup, je rien, pense quoi. que c'est ça le problème parce que c'est pas normal de faire attendre quelqu'un qui a mal, de faire attendre quelqu'un qui est en urgence vitale, pas forcément immédiate, mais en tout cas qui a une vraie urgence, enfin un vrai motif de déplacement aux urgences. Et c'est pas normal que ces gens-là attendent. Moi, je conçois que les patients en aient marre, hein, tout simplement, hein. Quand ça fait 2-3 heures, oui, que Mm. vous avez 2-3 heures que tu es aux urgences, que tu es inquiet, que tu as mal, je comprends que ça soit un peu difficile à vivre. Et après, oui, il y a le manque de personnel, et ça, bah, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, à moins d'être ministre ou député, ou enfin, tu vois, de pouvoir agir plus au niveau des lois et des budgets. Mais c'est les restrictions budgétaires Ouais, qui cadre tout, quoi. qui cadrent tout et qui sont en train eh bien de dégrader la prise en charge hospitalière. Mm, mm. Bon, on va en reparler après, de ça, Ouais. j'ai une bonne question pour ça, que j'ai Vas-y. préparée. Mais avant ça, j'aimerais qu'on continue. Alors déjà, sur tes 6 mois de stage aux urgences, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que tu retiens en numéro un? Bah, j'ai appris du coup à éliminer l'urgence vitale, enfin en tout cas à la détecter et à l'éliminer si besoin. Enfin, c'est ce qu'on fait aux urgences, quoi. On fait très peu de diagnostics aux urgences. On Ouais. dit pas aux gens vous avez ça ou vous avez ça. On dit vous n'avez pas ça, vous pouvez rentrer chez vous. Tu Mm. vois, on élimine vraiment les urgences, on est rassuré, donc on les rassure évidemment. On peut leur donner des traitements symptomatiques. Souvent d'ailleurs, on les réoriente vers leur médecin traitant pour qu'il y ait une suite de soins. Mais on fait très très peu de diagnostics. 50% du temps, Et encore une fois, on ne sait pas ce que les gens ont, enfin on n'explique pas leur douleur. donc des diagnostics d'exclusion, en fait. Voilà, c'est ça. Et oui, après, ça nous arrive de faire des diagnostics aussi, hein, parce que... C'est pas trop frustrant, ça, tu penses, pour un médecin? Si, ça c'était frustrant. C'est ce qui m'a un peu plus dérangé dans les urgences. C'est de laisser rentrer des gens chez eux sans avoir trouvé ce qu'ils Ouais. ont et renvoyer ces patients vers leur médecin. Moi, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver par la suite. Tu vois, tu as Mm. envie d'avoir un suivi et tu peux pas l'avoir quand tu es urgentiste. Non, après, c'était plaisant aussi de voir un peu tout, finalement. Tout type de patient, tout type de pathologie. Ça, c'était super intéressant. Dans la même journée, tu vois, tu pouvais faire tout, quoi. Ouais, bah, j'imagine ouais, la variété Ouais. des motifs de consultation aux urgences. Et donc, t'as fait. Est-ce que tous les étudiants slash médecins qui choisissent médecine générale passent par un stage de 6 mois aux urgences Oui, ça fait partie de la maquette obligatoire. Ouais. et pas forcément au premier semestre? Pas forcément au premier semestre, ça peut être au deuxième. Et avant, ça pouvait être même au troisième ou quatrième, en fonction des stages disponibles. D'accord, ouais, Mais tu regardes les places libres et puis tu vois un peu là où tu peux aller, quoi. ouais, c'est l'avantage d'être sur Paris, c'est qu'il y a tellement d'hôpitaux, il y a énormément de terrains de stage. Donc en fait, en tant qu'interne, tu arrives à avoir les stages, le stage aux urgences, les internes aiment le faire en premier parce que c'est hyper formateur, ça te permet de revoir un peu tout. Enfin, c'est très généraliste aussi comme stage. Et là, sur Paris, il y a énormément de terrains de stage. C'est l'avantage. Ok. Et donc là, tu as enchaîné avec ton deuxième semestre Mm, en ville avec des médecins généralistes. ouais, Donc on va reprendre la conversation de tout à l'heure. Donc tu es à côté du médecin pendant 6 mois. Donc tu as deux médecins, pardon. oui, Tu es à côté d'eux. Au début du semestre, pour l'instant, tu es à côté d'eux. Tu poses tes questions aux médecins, aux patients, etc. Tu te formes. ouais. Comment tu peux développer un peu ça? Ben, ouais, c'est ça en fait. L'idée, c'est de. Donc, moi, j'ai déjà fait des stages chez le généraliste en tant qu'étudiante quand j'étais externe, donc. Donc, j'avais déjà eu le versant observation,
Mais du coup, j'avais pas la possibilité de prescrire. Enfin voilà, quand t'es pas encore, quand t'es pas interne, en fait, tu peux pas prescrire, donc tu peux pas aller très loin dans ta participation. Là, maintenant, l'objectif de ce stage, c'est d'aller de plus en plus vers l'autonomie. Donc au début, d'être observatrice, d'accompagner le médecin dans sa consultation. Donc comme tu disais, je peux interroger le patient aussi. Si j'ai des questions qui me viennent que le médecin n'a pas forcément posées, ben, je peux les poser volontiers. Examiner le patient et commencer à faire des diagnostics et à prescrire. Voilà. Donc ça, après, là, je le fais... Enfin, là, c'est vraiment le début du stage. Hein. Ça fait à peine 2 semaines que j'ai commencé. Donc là, je commence à participer activement. Après, je vais avoir des consultations en supervision avec le médecin, c'est-à-dire que je fais toute la consultation, le médecin il est à côté. S'il voit des sujets que j'ai pas abordés, ou s'il a envie de me reprendre voilà, sur certaines choses, eh ben, il peut le faire. Donc, je suis supervisée. Et vraiment sur les 2-3 derniers mois du stage, faire des consultations en autonomie complète. Et lui, il est chez lui? Et lui, il n'est pas chez lui, il est au cabinet. C'est obligatoire parce que c'est mon premier stage chez le généraliste en tant qu'interne. Donc il est à côté dans le cabinet. Soit en fait il a 2 bureaux tout simplement. Okay. Et moi je suis dans un des bureaux et lui il est dans son bureau à côté. Et dès que j'ai terminé avec le patient, je vais le voir, je lui dis bah voilà, j'ai fait ça, 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 je lui ai prescrit ça, qu'est-ce que t'en penses, c'est bon, je peux faire rentrer le patient. Et il me dit oui ou non. Bah je te dirai comment ça se passera quand j'en serai à ce stade-là. Et voilà, donc vraiment l'objectif du stage, c'est d'aller de plus en plus vers l'autonomie. Et puis, à la fin de mon internat de médecine générale, j'aurai un stage 100% en autonomie, avec mes propres consultations, sans la présence du médecin à côté. Il pourra être chez lui, tu vois. Oh, ok, et là, en attendant le médecin, qui c'est qui encaisse les consultes? Toi, t'es payé, t'as ton salaire fixe Moi, j'ai d'interne, un salaire fixe. Les consultes, c'est et pour lui le médecin. encaisse les consultes. Ouais. Donc, ouais, il délègue à fond, en fait. Oui, enfin là, du coup, il peut pas déléguer à 100%, tu vois, parce qu'il doit quand même être présent. Donc on peut J'imagine aller le plus business vite. model avec Ouais. plusieurs internes. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Je plaisante. Ah non, mais franchement, quand t'es interne, t'es quand même la petite main. Quand t'es interne à l'hôpital, t'es la petite main qui coûte pas cher à l'État. Et quand t'es interne en cabinet, oui, tu rapportes un peu à ton médecin aussi, c'est clair. D'accord. Et toi, tu les as choisis comment, ces gars? Ces médecins, pardon. Très arbitrairement. En fait, c'est pas évident pour moi parce que n'étant pas de Paris à l'origine, j'ai très peu de contacts parisiens qui pouvaient m'orienter vers tel ou tel binôme pour diverses raisons. Donc, en fait, on a un fichier dans lequel les précédents étudiants évaluent les médecins, mettent des notes. Mhm. Et donc j'ai regardé les notes et puis j'ai fait aussi en fonction de la localisation, pratico-pratique. Je voulais pas forcément aller hyper loin de chez moi, donc Ouais, c'est un peu comme sur voilà. TripAdvisor, en fait. Tu regardes les étoiles et le... Un peu. Un peu, et du coup c'est arbitraire parce qu'on n'a pas tous la même façon de travailler, on n'apprécie pas les mêmes choses dans notre formation. Tu vois, moi j'ai certaines sensibilités que n'ont pas mes camarades et j'aime bien telle manière de travailler et du coup, bah, tu te retrouves pas forcément dans les évaluations de stage. Et justement, donc ouais, t'es pas, tu tombes un peu au hasard chez les médecins, C'est ça. t'es pas forcément en accord avec leur façon de travailler, mais bon, après, toi, ta façon de travailler, elle est en train de se construire, donc Ouais. t'as pas non plus une vision de ce que tu veux être exactement, mais, ou peut-être que si derrière, tu vas nous dire, mais tu disais dans une interview que toi, tu voulais être un bon médecin avant tout, Ouais. et je voulais te demander ce que c'était qu'un bon médecin. Ouais, c'est vachement dur comme question. Parce que je pense qu'en fait, on est tous des bons médecins, d'une manière ou d'une autre. Ah ouais? Ben, Moi, je en pense pas. fait, si, alors, oui, non, mais il y a vraiment certaines exceptions, des médecins qui s'intéressent pas du tout à leurs patients et qui ont très mal été formés. Évidemment, on ne peut pas considérer que c'est des bons médecins. Mais aujourd'hui, on est quand même bien encadré. Enfin, aujourd'hui, il existe un internat de médecine générale alors qu'avant, ça n'existait pas. Tu vois, donc on a une formation comme les spécialistes. On a des stages obligatoires, on a des cours à la fac, comme j'en ai parlé. Donc on est vraiment, vraiment bien encadré. Donc si tu suis ta formation, si tu vas à tes cours, et voilà, tu valides ta formation, t'as quand même un bagage solide et fiable, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est quand même
tous quand même des bons médecins, c'est qu'on a tous été formés quand même bien. Après, voilà, il y a des médecins qui s'intéressent plus ou moins aux patients. Je pense que quand tu es généraliste, tu es un bon médecin si tu t'intéresses à ton patient. Parce que le généraliste, c'est celui qui gère le patient d'une manière globale. Donc il faut aller plus loin avec les patients que quand tu es spécialiste. Il faut discuter avec eux, il faut comprendre leur situation économique, sociale, familiale. Enfin, tu vois, il y a plusieurs aspects. Je vois bien. Donc tous ceux qui, parce que ça, bah tu vois, moi je suis ostéo, bah oui, évidemment tu sais. Ouais, Mais quand je reçois des patients, un des trucs que j'entends souvent, c'est ouais bah je viens vous voir parce que de toute façon mon médecin il s'en fout. ouais, Donc pour moi, le motif de consultation, c'est toujours, pas toujours, mais souvent des douleurs de l'appareil locomoteur, ouais, choses sur lesquelles les médecins généralistes de l'ancienne génération, on va dire, d'aujourd'hui, tu vas me dire, mais ne sont pas du tout formés. ouais. Et donc du coup, ils me disent, bah ouais, en fait, mon médecin, bah, il me donne un anti-inflammatoire, mais ça fait 3 mois que ça dure, il m'a jamais touché le genou alors que j'ai mal au genou. Ah ouais, Et moi, je suis là, ah ouais, bon, bah on va déjà faire un petit examen clinique alors. ouais. Ouais, ouais. Et tu vois, il y a quand même beaucoup de médecins qui ne prennent pas le temps en fait. Ouais, non, Et c'est peut-être dur aussi je parce suis que d'accord tu... avec toi là-dessus. En fait, tu as des médecins qui pensent chiffres et qui, du coup, font un maximum, tu vois, se remplissent leurs créneaux de consultation et font des journées très, très remplies et enchaînent des consultations de 15 minutes. Et tu penses que la Tu vois? motivation de ces gens-là, c'est... je me suis toujours demandé, est-ce que peut-être qu'ils aiment pas trop au final les gens tu vois, c'est pas une de leurs valeurs profondes d'aimer les gens. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans le soin, mais Mm. pas dans la médecine, de manière générale. Mais qu'en Ouais, fait, qui au fond d'eux, n'aiment pas vraiment ouais. les gens et l'humanité en Oui, général. oui, ouais. Donc je me demandais si c'était ce problème-là qui vient peut-être de la sélection du début de médecine, qui encourage les gens qui sont très forts cérébralement parlant, mais pas Mm. forcément Humainement parlant? humainement Ouais. parlant, exactement. Donc, tu vois, je me demandais si c'était un peu ça, bah, il y a tout, tu vas me dire, mais ou si c'était voilà, la motivation financière qui faisait que les gars enchaînaient à fond et prenaient pas forcément le temps d'écouter. Bah, en fait, c'est un peu. Pardon. C'est. Ouais, parce que je mets mis un méga coup de coude T'inquiète, à Étienne. Oui, effectivement, je pense qu'il y a des deux. Il y a des patients, il y a des médecins, pardon, ont- qui, oui, ne s'intéressent pas plus que ça à l'humain et à l'autre. Et du coup, ça les ennuie de faire des consultations trop longues et d'écouter les gens parler et raconter leur vie. Alors après, c'est vrai que c'est un peu dommage d'être généraliste quand tu t'aimes pas forcément être en contact avec l'autre. Parce que pour moi, c'est la qualité principale du généraliste. Et c'est ce qui est le plus intéressant. C'est d'avoir un patient dans sa globalité et que du coup, tu fais pas que de l'organique, que du clinique. Tu as aussi tout le psycho, tous les aspects un peu difficiles de leur vie à gérer, quoi. T'as pas que faut avoir une intelligence émotionnelle, de l'empathie, Voilà, etc. à exactement. développer, quoi. Alors, je dis pas que les spécialistes n'en ont pas, mais les spécialistes, en fait, si les patients, enfin, si les gens vont voir un spécialiste, c'est pour une raison précise. Tu vois, et puis c'est souvent parce que leur généraliste les a orientés vers le spécialiste en disant bah voilà, moi je suis coincé, de toute façon il va falloir voir un chirurgien ou voir je sais pas un neurologue, un néphrologue, enfin voilà. Donc il passe le relais et le patient il est orienté pour un motif très précis. Il y a des gens qui vont au cabinet de médecine générale qui vont pas bien et il faut comprendre pourquoi, tu vois. Et c'est pas un motif très précis, c'est je vais pas bien, je sais pas, je dors mal, puis j'ai un peu mal au ventre, et puis machin. Il peut y avoir 3, 4 motifs dans une même consultation, en fait. Donc il faut réussir à englober tout ça voilà, dans un ensemble et essayer de comprendre. C'est un peu être enquêteur aussi. Hmm. Donc oui, pour moi, c'est la qualité principale du médecin généraliste. Et t'as des médecins Et en fait, le souci, c'est que voilà, les généralistes sont pas rémunérés comme les spécialistes. Tu vas faire des consultes du même temps et tu vas gagner 2 fois, voire 3 fois moins qu'un spécialiste. Donc évidemment, si tu as envie de bien gagner ta vie, de très bien gagner ta vie, Bah, tu fais eh ben, spécialiste alors. eh ben non, faut enchaîner les consultations. Oui, mais si t'as pas envie d'être spécialiste, tu vois? Et bah, ouais, mais si t'as pas envie d'être spécialiste, tu sais dès le départ que tu vas pas gagner autant qu'un spécialiste. Bah ouais, Tu mais vois, c'est t'as fait comme le si même moi je nombre disais, d'études. c'est comme si moi Mais je t'as disais, fait le putain, même nombre d'études et t'es médecin comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais regarde, les radiologues gagnent plus que d'autres, etc. Enfin, c'est la vie qui est comme ça. Ouais, mais du coup, c'est une forme d'injustice. Donc pour la... Bah, vu que c'est en conscience, je sais pas si c'est de l'injustice. Parce que tu le Ah sais dès le si. début. Bah si, si, tu sais qu'il y a des pays dans lesquels les généralistes gagnent autant que les spécialistes. La France, Ok.
c'est une des exceptions en fait au système de santé où le généraliste est beaucoup moins payé que le spécialiste. Ouais, tu vois, moi, enfin, ouais. En tant qu'hosto, tu vois, c'est comme si je disais, putain, les kinés, ils sont remboursés par la Sécu, ils ont plein de patients, et nous, voilà, Ouais. on n'est pas remboursés, du coup, c'est beaucoup plus dur d'avoir du travail. Bah, en même temps, ouais, mais on le sait quand on commence les études, alors qu'on a fait plus d'années d'études que Oui, les oui, kinés, ouais, etc. c'est vrai que c'est plus. Puis, puis voilà, quoi. Bah ouais, mais moi je suis pas d'accord parce que je pense que quand t'es médecin de famille et que t'es généraliste, t'es le premier relais de soins, tu devrais être rémunéré comme un spécialiste. Enfin, pour moi, c'est... Et en plus, tu vois, on est en train de le dire que c'est important de prendre du temps avec tes patients quand t'es généraliste. Donc en fait, tu vois, un spécialiste qui voit 10 minutes en consultation un patient qui prend 50 euros, Mm. et un généraliste qui doit, pour être bon médecin et pour bien prendre soin de son patient, le voir 20 minutes ou 30 minutes et qui gagne 25 euros, enfin, il y a quand même un grand écart, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais Donc, est-ce que c'est pas plutôt le spécialiste qui gagne trop? Tu vois, c'est comme... ah bah peut-être, non mais peut-être. Après, moi, je parlais, ouais, peut-être. parce qu'un médecin généraliste, je sais pas si on peut parler de chiffres, hein, il gagne quand même bien sa vie. Non, mais il gagne bien sa vie par rapport au salaire moyen des Français. Ça, c'est certain. Je vais pas dire que les généralistes ne gagnent pas assez d'argent. C'est pas vrai. Je compare juste aux spécialistes, tu vois. Je vois. Effectivement. Alors après en plus, quand tu es généraliste, tu peux travailler dans certains hôpitaux. C'est possible d'être salarié. Il y a aussi aujourd'hui des systèmes de salariat en maison de santé qui est en train de se développer. Notamment dans ma région, en Saône-et-Loire. Je sais qu'ils ont mis en place ça pour permettre aux généralistes d'avoir un salaire, d'avoir moins de frais, en fait, d'avoir des avantages comme peuvent avoir les spécialistes dans les hôpitaux. Donc voilà, le métier est aussi en train d'évoluer. Du coup, je me suis perdue. Je sais pas Ouais, où moi on aussi. était. Bref, on disait On que... va arrêter là. Ouais, que les généralistes gagnaient quand même bien leur vie, mais moins que les spécialistes. Ça gagne combien un généraliste qui travaille 4 jours par semaine, de 8h à 20h? 4 jours par semaine? Ouais, Moi, ça gagne entre 4 et 5 000 euros, je pense. 4 et 5 000 euros? Ouais, D'accord, 4 jours par semaine. 4 000 et 5 000 euros. Ouais. Avec Ouais, un après, bac plus 9. ça dépend hein. ça dépend de sa fréquence aussi de rendez-vous, Oui, s'il voilà. prend toutes les 10 minutes ou toutes les 20 minutes. Mm. Ça peut varier du coup du simple au double dans ces cas-là. Ouais, ça peut varier. Je pense que tu peux aller de 3 à 7. Hmm, 3 à ok. 7 000 euros, je pense, ouais. Ok. Et wow, j'ai plein de questions, puis on en est à 42 minutes. Alors moi, Alors, on est à Paris et j'ai des patients à aller voir bientôt, donc faut que je sois à l'heure. Et là, regarde la page de questions que je t'ai présentée. Oh là là, oh là 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 là. Alors, ok, d'accord. Alors là, la question, il va te falloir de l'imagination pour y répondre. Mhm. Donc, c'est si tu étais sûr d'arriver à bout d'un gros projet, que tu commencerais maintenant ou dans 1 an ou dans 2 ans, un projet mais assez énorme dans le domaine de la santé, quel projet tu entreprendrais? Ouah. Ah ouais, c'est dur. Bah moi, j'aimerais bien développer des programmes de prévention. Tu vois, d'avoir du budget en fait. Donc peut-être il va falloir que je m'intéresse à la politique ou que je puisse agir concrètement donc en votant des lois ou voilà, ça passe par là hein, quand même. Donc ouais, moi je m'intéresse pas mal à la prévention. Je pense qu'on peut faire plein de choses de manière préventive et on peut améliorer l'état de santé de la population en faisant passer des messages. Donc moi, en fait, si je pouvais, si j'avais les budgets pour, je développerais des énormes campagnes de prévention, que ça soit nutrition, santé de manière globale. Et j'irais dans les écoles et voilà, j'irais où tout commence, en fait, auprès des enfants et des jeunes, pour voilà, leur parler de leur santé. Ouais, parce que ça changerait sur quelques décennies, ça changerait en fait toute l'éducation de la société. Ouais. Ouais, cool. Ouais. Puis après, si j'avais les moyens, je supprimerais les sodas. Ah ouais, grave. Ouais, ça, c'est terrible.
Où ouais, enfin, je dis on. Je m'inscris dans le projet avec toi. Tu penses Ça à moi. t'intéresse donc? On taxerait à fond ouais, tous les sodas, tous les fast-food. Ah ouais. Interdiction à McDonald's de s'implanter. Mais j'étais choquée là au Mexique, enfin dans certaines villes du Mexique, le Coca-Cola coûte moins cher que l'eau. C'est incroyable. Et il est C'est un plus truc de sucré. dingue. Les taux de sucre dans le Coca en Amérique du Sud sont plus élevés que nous en France. Ouais, en plus, ouais. Oui, parce que nous, on doit avoir une législation plus stricte. Mais Peut-être, c'est mais un je truc de crois que dingue. c'est aussi que d'un point de vue business pur, c'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à manger de la merde, les Ouais. Sud-Américains, je généralise, mais ouais. Oh, c'est un peu Partout vrai, où je quand suis allé, même. c'est vrai. Ouais, Et ce qui fait que pour apprécier le goût du Coca, faut toujours plus de sucre. toujours plus, Et ouais. donc, pour vendre, donc plus de sucre. Et là-bas, le problème du diabète, c'est un truc de fou. Et là, dans Ouais. les 10 années à venir, ça va être incroyable, quoi. Ah oui, oui, là, de toute façon, le surpoids, l'obésité augmente partout, dans toutes les sociétés. Et tous les pays émergents qui ont accès de plus en plus à l'alimentation occidentale, on va dire, sont en train de voir leur taux d'obésité exploser. Et ça amène les maladies cardiovasculaires, enfin tous les problèmes articulaires aussi. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Et toi, en tant que futur généraliste ou médecin du sport, on va en parler juste après, mais tu parlais de l'importance de la nutrition. Et moi, j'ai cette croyance. Alors, je suis pas neutre parce que les généralistes, j'entends des retours de la part des patients qui vont chez eux et qui sont pas contents tous les jours. Donc, je suis pas neutre. Tu vois, j'ai pas la meilleure image du monde. Et d'ailleurs, petite dédicace à Oh. Caroline, c'est une amie qui est médecin du sport et qui a plein de potes généralistes. Et là, elle est en train de me les présenter et tout pour que je change mon image des généralistes. Ouais, Bref. non, mais attends, oui, il faut que tu changes Mais ton oui, image, là. mais j'ai vraiment envie de changer. Et ouais, je vais tout faire pour. Ce que je voulais te demander, c'est dans ce parcours de généraliste, moi j'ai cette croyance que vous avez 0 heure ou peut-être 2 heures de formation en nutrition. Vrai ou faux? Vrai, très très peu. Très très peu. On a fait de la nutrition en tant qu'étudiant à la fac, mais en fait, c'est quelques chapitres parmi l'endocrinologie. Donc en fait, Donc très ça peu. ressort très peu. Et donc comment Et après... puis là, ouais, en tant qu'interne, à part si ton médecin généraliste justement te forme parce que lui est intéressé. Parce que lui est branché, mais c'est une Voilà. démarche personnelle en fait. Mais ouais, ça va dépendre des médecins. Ok. Mais on n'a pas de formation en nutrition spécifique. Et du coup, comment après, quand tu es en cabinet, tu as fini ton internat, tu vas en cabinet, comment tu peux donner des conseils nutrition? On sait que la nutrition, ça a un impact vraiment énormissime Ouais. sur la santé. Ouais. Comment tu fais en fait pour donner des conseils de nutrition? Est-ce que tu en donnes déjà? Et si tu n'en donnes pas, on est d'accord que tu te prives d'un gros Oui. aspect préventif. Oui. Voilà, comment tu fais pour en donner alors que tu n'as pas été formé? Comment ça se passe? Tu peux te former en fait. Tu peux te former en faisant, en fait, quand tu es médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste, il existe des DU, donc des diplômes universitaires qui sont gérés par toutes les facultés françaises et qui te permettent de te former dans des domaines un peu plus précis. Donc il y a pas mal de DU de nutrition, il y a des DU de nutrition généraux et des DU de nutrition, par exemple, tu vis dans une zone où il y a pas mal justement comme on disait, de surpoids, d'obésité, et ben tu as des DU spécifiques de D'accord. l'obésité, enfin voilà. Donc en fait c'est à toi de te former de manière complémentaire. Et en plus, ça coûte de l'argent, ces diplômes. Donc, il faut aussi financer finalement cette formation. Et par contre, si tu le fais pas, c'est à toi de te renseigner de manière scientifiquement prouvée. Donc, lire certaines revues, des articles D'accord. d'études scientifiques. Et Pour combien de baser, personnes, pour pouvoir baser tes conseils. Après, tu peux donner des conseils aussi comme ça, hein, mais c'est un peu dommage de Ouais. ne pas les avoir basés sur des faits prouvés, tu vois. Ouais. Moi, j'entends toujours des choses, des patients qui me disent qu'il faut boire du lait pour avoir des os solides et que c'est leur généraliste qui leur ont dit ça. Aujourd'hui, on sait que les études prouvent le contraire. Bref. Non, il faut avoir du calcium, mais c'est pas forcément boire du lait. Ouais. Il y a un petit livre sur le lait. On va pas parler de ça. Là, je commence à être chaud. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, ok. Et il y a une réponse aussi que j'attendais, sans vraiment attendre, parce que voilà, mais j'imaginais que tu aurais pu dire tout à l'heure quand je t'ai posé la question de qu'est-ce qu'un bon généraliste, et là, ça aurait pu rejoindre aussi la réponse que tu aurais pu donner là, c'est savoir réorienter. C'est-à-dire savoir réorienter vers un nutritionniste. Ah bah oui.
Oui, Ouais. mais après, j'ai pas développé la question dans Bien tous sûr. ses aspects. Non, non, Moi, mais j'ai parlé t'inquiète. plus de la relation médecin-patient, Je mais comprends bien. ah mais oui, oui. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, mais je pense dans tous les métiers, il Ouais. faut être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Il faut être conscient qu'un généraliste, il peut pas tout gérer. Il peut faire un peu le ménage, il peut faire le tri, mais effectivement, il faut savoir déléguer, réorienter vers des spécialistes, nutritionnistes, psychiatres, voire même psychologues. Mais du coup, comment Médecin tu du sport sais... même, enfin voilà, kiné, enfin il faut travailler avec tous les corps de métier en fait, Mhm. et il faut s'intéresser à leurs pratiques et à ce qu'ils font eux aussi. Comment tu fais pour t'intéresser à la pratique des autres? Bah tu vas voir, Tu vas expérimenter toi en tant que tu, patiente, par exemple? ouais, tu vas voir ce qu'ils font. Oui, tu te bases sur toi tes propres expérimentations en tant que patiente comme tu dis, parce que c'est vrai que les médecins on est aussi des patients d'autres médecins finalement. Et puis non, faut être curieux, quoi. Faut s'intéresser à ce que font les autres. Voilà, bon bah nous on se connaît. Voilà, j'ai appris pas mal de choses sur l'ostéopathie grâce à toi. Je l'ai expérimenté aussi. Kiné, bah j'ai pas mal de potes qui sont kinés. J'ai eu des soins aussi de kiné en tant que patiente. Voilà, enfin ça passe par. Il faut faire confiance et créer un relationnel avec les autres spécialistes dans leur domaine. Il faut essayer d'en rencontrer, discuter avec eux. Et savoir s'ils sont bons pour pouvoir orienter tes patients vers ceux qui sont les meilleurs aussi, quoi. Hmm. Il y a quand même des gens moins bons que d'autres, Ah etc. bah oui, c'est comme dans tout, hein. Ouais. Franchement, c'est comme dans tout, hein. Des avocats, ils sont pas tous bons dans leur domaine, hein. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est parce que je réagis à ce que tu m'as dit tout à l'heure quand tu disais qu'on est tous bons. Ouais, non, mais Et moi je pensais plus à la nouvelle génération, ouais, là. on est tous bien formés, on va dire, Ouais, maintenant. Ouais. maintenant bien formés. Dac, dac. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que quelqu'un, on peut pas dire que quelqu'un est bon. C'est-à-dire que nous, en ostéo, par exemple, il y a des gens qui vont dire, ouais, Étienne, c'est un magicien, il est trop fort. Puis il y a des gens qui vont dire, bah, moi, il m'a rien fait, il est nul. Ça Et va en fait, dépendre des gens. c'est hyper subjectif. Ouais, Donc ça, c'est assez rassurant aussi de, comment dire, enfin là, je parle un peu pour ceux qui écoutent, faut pas se dire, ouais, ok, lui il est bon, lui il est moins bon. Bien sûr qu'il y a des Mm. gens qui sont, pour 90% des patients, meilleurs qu'un autre. Mais il y a quand même cette notion de complémentarité patient-thérapeute qui fait que ça colle ou non et que on exactement. doit trouver notre Et en thérapeute tant que adapté. médecin et en tant que patient, il faut savoir être conscient de ça. Et si toi, en tant que médecin, tu sens que tu es dans une impasse, que le patient en face de toi, il comprend pas ce que tu lui demandes, il n'applique pas tes conseils parce que peut-être qu'il les a pas compris ou ça le touche pas. Et inversement, il faut savoir changer aussi de médecin, d'aller voir quelqu'un d'autre. Et peut-être que voilà, là, l'écoute, l'échange, la communication va passer 10 fois mieux. Et là, d'un coup, Hmm. on va réussir à résoudre des problèmes qui persistaient avec d'autres praticiens. Complètement. Euh, bon petit message. Marine, il nous reste 8-10 minutes. Oh, Ça c'est te dit tout. qu'on aille vite sur la prochaine question? Vas-y. Un peu en mode, tu vois, genre Ouais. question-réponse rapide. Ok. Alors, demain, tu es dans l'avion. Le pilote a son assistant qui fait un malaise. Il demande un médecin. Ouais. T'es la seule. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu checkes quand tu vas le voir? Qui a fait un malaise? Ouais, qui est par terre et qui est là, genre tout blanc. Bah, déjà, je regarde s'il a envie, quoi. Enfin, non, mais c'est tout bête. Donc tu prends les constantes. Enfin, tu reprends le pouls, tu regardes si ça bat. Ouais, ouais, non, mais je prends le pouls, je regarde s'il respire, Mhm. je regarde la circulation, enfin, je regarde ses jambes, voir s'il est marbré, en fait, donc s'il a fait un choc grave, enfin, s'il est en état de détresse vitale Et ou s'il est pas. marbré, ça veut dire que S'il est marbré, le sang ne circule ça veut plus dire trop. ça veut dire que soit il respire très très mal, soit le sang circule plus trop, quoi. D'accord. Donc c'est inquiétant. Donc là, tu vois. ouais. Donc, franchement, dans un avion, je sais pas exactement qu'est-ce que tu as à ta disposition Hmm. en termes de matériel, en termes de médicaments. Franchement, je connais pas la trousse de secours et ça serait intéressant d'ailleurs de Mhm. le savoir. Donc, je vais me renseigner. Mais après, il y a un moment, t'es pas Dieu non plus, hein. Enfin, t'es un peu limité. Je veux dire, si t'as pas certains médicaments et des choses à ta disposition, tu vas être coincé, quoi. Mhm. Donc oui, Donc on évidemment, t'as de vérifie, l'oxygène. Je voilà. pense que dans un avion, t'as quand même de l'oxygène. Tu peux, voilà, le mettre en PLS, soulever les jambes pour, tu vois, Ouais. essayer de faire circuler un peu le sang. Faut mesurer sa glycémie. Je sais pas s'il y a
des Moi, je sais pas petits non plus, en appareils fait, je pour te pose la mesurer la... question, mais Non, mais ouais. tu vois, c'est des petits Mm, trucs, je sais pas s'il y a des appareils pour mesurer sa glycémie. Ouais, pour voir que c'est pas juste une hypoglycémie qui fait qu'il est par Exactement, terre. une hypoglycémie qui fait un malaise. Dans Tu ce vois, cas-là, c'est tu lui donnes un possible, hein, c'est un gâteau. pilote, s'il a pas mangé depuis 10 heures, qu'il est fatigué, tu vois. Mm, mm. Donc voilà. Ok, cool. Ouais, on peut pas développer, malheureusement, j'aurais aimé te poser Non, plus de questions, on peut mais pas je développer. vais- quel est ton rapport à l'ostéopathie? Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que médecin? Ah, moi, je kiffe l'ostéopathie. Je fais partie des médecins qui pensent que des médecines parallèles, entre guillemets, je mets des gros guillemets là, hein, quand même, parce que l'ostéopathie, c'est quand même fondé sur l'anatomie, sur des savoirs et tout ça, donc je mets des gros guillemets. Mais j'inclus aussi acupuncture, hypnose, phytothérapie. Moi, je fais partie de ces médecins qui y croient pour certains types de patients et certains types de pathologies. Euh, je l'ai expérimenté, l'ostéopathie. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien sur voilà, certains problèmes. Et vraiment, je pense que ça peut apporter une réponse voilà, dans certains cas, quoi. Des patients qui... Voilà, toi, tu es un peu coincé en tant que généraliste. Effectivement, t'es pas le spécialiste des articulations, des muscles, etc. Donc, tu as besoin aussi un peu de l'avis des spécialistes, quoi. Que ça soit l'orthopédiste, mais aussi des ostéos, des kinés. Ouais, moi, j'y crois. Cool. Bah, de toute façon, ouais, j'imaginais. Enfin, je Ouais, savais. tu savais. Je savais. Oh, il a fait sa pub, là. Je fais la pub je fais la pub de l'ouverture, en fait. Parce que moi, Ouais, c'est un truc l'ouverture qui me tient d'esprit. vraiment à cœur, c'est que tout le monde soit Non, mais ouvert attends, d'esprit. Et tu tout vois, le monde... l'hypnose, je vois plein de patients qui ont arrêté de fumer grâce à Bah l'hypnose. oui, et d'où tu peux dire non, c'est de la merde, alors que ça aide des milliers de gens. Enfin, Voilà. voilà. Ouais, Je on suis est d'accord avec d'accord. toi. Alors par contre, attention, hein, homéopathie et tout le bazar, là je suis un peu plus... On va pas rentrer sur le terrain de Non, on va l'homéo, pas alors. rentrer Parce qu'il nous reste que 4 sur le minutes. terrain de l'homéopathie. Ah, c'est dommage. Mais quand je parle de la phytothérapie, c'est pas exactement l'homéopathie, hein. La phytothérapie, c'est vraiment un complément aussi. Mhm. Ça fait partie aussi un peu de la nutrition, on va dire. Ouais. Petite question par rapport à la santé de la planète. Euh, je pars un peu en vrille, désolé. En fait, moi, ce qui me choque, je repars sur le sujet de début sur les paillettes. Ouais. Tu vois, je vois beaucoup de meufs, bon, on va pas dire les noms parce qu'on s'en fout, qui ont été Miss France et qui défendent un peu des valeurs, tu vois, d'environnement, etc., manger sain et tout, et qui font genre 3 défilés par semaine. Et on sait que la mode, c'est peut-être l'industrie qui est la plus dégradante pour la planète, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que ces filles-là, enfin, est-ce que tu penses que tous ces filles ou ces gars d'ailleurs, est-ce que tu penses que ces stars sont conscients de ça en fait, d'être complètement incohérents, d'un côté ramasser des déchets sur la plage et de l'autre côté être dans des soirées de malades qui consomment énormément d'énergie, Mm. énormément de ressources et de s'habiller voilà, avec des trucs qui sont faits par je sais pas combien de personnes avec des ressources limitées. Je pense que tout le monde n'en est pas conscient. Euh, C'est vrai que bah, je reviens encore à moi, mais tu vois, on est gâté, tu vois, de plein de cadeaux. Enfin, tu peux le voir là, on est chez moi et il y a plein de boîtes de cosmétiques, de trucs, parce que je reçois énormément, alors que je demande pas forcément à recevoir tout ça, mais du coup, les marques m'envoient énormément pour tester, donc pour en parler et en faire la pub. Du coup, bah, je redistribue en fait, je redistribue à des potes, à ma famille, voilà, parce que j'ai pas envie que ça soit gâché, parce que je peux pas tout tester. Enfin, Hmm. à un moment, quand j'ai 10 crèmes pour le corps, enfin, tu vois, je vais pas m'enduire de crème toute la journée. Donc oui, effectivement, moi j'ai noté qu'il y a une surconsommation, notamment dans le milieu de la mode et de la cosmétique, qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis fait. J'étais pas forcément pour, tu sais, les sites, les applis de vente, tu sais, de fringues et tout ça. Et en fait, j'ai changé d'avis parce que je me dis que plutôt que d'aller acheter, moi d'aller acheter, je sais pas, une nouvelle robe, voilà, dans un magasin de fringues à côté, eh ben, je vais acheter sur ce site maintenant. Je C'est vais des essayer secondes mains, de... non, comme on dit. Ouais, de seconde main. Ouais. Et du coup, je vais proposer aussi mes fringues pour que voilà, elles aient une seconde vie, parce qu'en fait, j'ai plein de trucs que je mets plus. Et ouais, c'est une réflexion que je me suis fait là il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, j'ai demandé sur Instagram aux gens si
il voulait que j'ouvre un compte pour revendre mes fringues. Sur l'appli qui permet de revendre tes fringues. Ouais. Mhm. Et du coup, ils m'ont tous dit oui. Donc je me dis, bah voilà. Et je reverserai une partie à l'UNICEF. Donc comme ça, c'est pas Waouh, pas quel perdu, altruisme. quoi. Oh. Non, mais Faut- c'est parce que... Non, mais c'est cool. non, c'est mais cool. c'est parce que... T'es ambassadrice aussi de l'UNICEF. Voilà, je suis ambassadrice Ouais. aussi de l'UNICEF. Non, mais Et c'est que trop du bien. coup, je réfléchissais à un moyen de... Parce que c'est bien de lancer des campagnes de dons, mais en fait, ça marche pas toujours. Enfin... Ouais. Les gens sont pas toujours très, très sensibles à ces causes. Ils ont l'impression que c'est très loin et que ça nous concerne pas. Alors qu'en fait, l'UNICEF fait aussi des actions en France, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais revendre mes fringues. Je vais garder une petite partie pour me racheter ce que j'aurais besoin, mais sur le pareil de seconde main. Et puis l'autre partie, je vais distribuer à l'UNICEF. Comme ça sera gagnant-gagnant. Donc t'es un peu sensible au courant du zéro déchet, tout ça. Bah ouais, il y a un truc qui me choque aussi, c'est la livraison à domicile. Ça, c'est un truc de fou. En fait, avant bon, ça existait déjà, la livraison de pizza ou machin, mais ça s'est tellement développé, la food à domicile. Mais du coup, t'arrives, donc tout est dans des boîtes plastiques. C'est horrible. Donc t'as le sac en plus. Alors, parfois, le sac est en papier, mais pas toujours. Enfin, mais c'est... Et du coup, en termes de déchets, c'est énorme. Alors que si tu manges au restaurant, c'est dans la vaisselle du restaurant. Donc finalement, ça va être lavé. Donc oui, ça va consommer un peu d'énergie, mais moins... en tout cas, pas de plastique, pas de choses comme ça. Et je me fais la réflexion parce que oui, moi j'avoue, de temps en temps, je commande à domicile. Et en fait, j'ai des cartons qui s'entassent chez moi, quoi. J'ai un sac de plastique et de carton à recycler, mais qui est énorme. Et je suis en train de me dire que, en fait... se faire livrer à domicile, ça fait aussi partie de la surconsommation. Carrément. Et là, je suis en train de checker un peu ta cuisine. Donc, je valide pour ceux qui écoutent qu'il y a des trucs pour cuisiner, quoi. Petite pâte, l'huile d'olive, tout. Donc, quoi, toi, tu cuisines en plus d'aller au resto. Non, mais je cuisine un peu. Mais du coup, tu vois, entre se faire livrer et puis ou aller chercher avec ta boîte, au pire, tu peux aller chercher avec ta boîte au restaurant. Carrément. Ton truc. Nous, on fait ça à Lyon. Je suis dans un espace de coworking. Et le midi, en fait, bon, j'y vais peu parce que j'y suis peu, mais quand j'y suis, le midi, tu vois, on a des boîtes en fer, comment dire, en verre. Oui. Et du coup, avec nos petits trucs, donc c'est très bobo, hein, tu sais, à Lyon, c'est dans le 7e, etc. mais ouais, on a des petits partenariats avec des endroits où on va souvent et on amène notre truc et ils nous servent dedans et on revient, tu vois. Et en fait, il y a zéro déchet. Bah voilà, Et c'est génial. Cool. Mais c'est simple à faire, en fait, pour quelqu'un qui a sa routine. C'est tout simple, mais en fait... je vais peut-être faire une généralité un peu, mais en fait, les Parisiens, ils sont pressés, quoi. Ils sont pressés, ils n'ont pas envie de s'embêter, donc ils commandent tout, ils commandent sur Internet, donc ils se font livrer les fringues et tout ça, donc ça fait toujours du déchet avec les emballages, ils se font livrer la bouffe, voilà, enfin c'est... Ils sont pressés, et du coup, moi, je suis vraiment en mode parisien ce week-end. Ah oui, t'es pressé là. Parce que je suis aussi pressé, je réalise l'heure qu'il est. Bon, on a droit à une dernière question ou pas? Je sais pas, t'as un message. Non, on n'a plus trop le temps. On a juste le temps pour un message qui tient à cœur. On aurait pu parler encore plus. Bah ouais, bon, on se fera une deuxième partie dans... J'avais encore plein de choses à dire. Ouais, moi aussi. Si tu voyais toutes les questions que j'ai pas dit. Mais ouais, prochaine, peut-être dans 6 mois, 1 an, tu vois, on verra. En plus, t'auras évolué dans ton internat. Ouais, ça carrément. va être cool. Carrément. Non, j'ai pas forcément de message. Enfin... Voilà, je pense qu'il faut faire attention à soi, que comme on en a parlé un peu, la nutrition, c'est une bonne manière de rester en forme, en bonne santé. Il faut évidemment se bouger, faire de l'activité physique, marcher, monter les escaliers. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir, effectivement. Et puis... voilà, bonne continuation à toi. Ouais, et puis et surtout la santé, quoi. La santé, avant tout. C'est le nom du podcast, tu savais pas. Ah oui, et surtout la santé. Ouais. Ah bah tu vois. Voilà, bon, allez, à bientôt tout le monde. Et puis merci Marine pour l'accueil. Et puis à bientôt aussi. À bientôt. Et puis ouais. N'hésitez pas à aller liker le podcast sur iTunes par exemple. Je crois qu'il n'y a que cette appli en fait, on peut la liker. Et ça le fait monter au classement. Puis du coup, je suis content, quoi. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.